Vous savez, parfois, la plus grande menace pour notre corps ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. D'une erreur, en quelque sorte, de notre propre système de défense. C'est exactement le cas d'une maladie rénale qui est, et c'est ça qui est étonnant, très répandue, mais assez peu connue, la néphropathie à IgA. Alors on va décortiquer ensemble ce qui se passe quand nos propres gardiens se retournent contre nous. Alors, pour commencer, un chiffre qui frappe tout de suite. La néphropathie à IgA, c'est tout simplement la glomérulonéphrite primaire la plus fréquente au monde. Ce n'est donc absolument pas une petite maladie rare sortie de nulle part. Non, on parle bien d'un problème de santé à l'échelle mondiale qui mérite qu'on s'y attarde. Alors voilà le programme pour y voir plus clair. D'abord, on va poser les bases. C'est quoi cette maladie et qui est touché? Ensuite, on va essayer de comprendre le pourquoi du comment. Puis, on verra les indices qui mettent les médecins sur la piste. Comment on arrive au diagnostic final? Et pour finir, comment on vit avec sur le long terme. C'est parti, on commence avec la toute première section. On va définir un peu plus précisément cette maladie et voir qui elle concerne en particulier. Alors, au cœur du problème, il y a une histoire d'accumulation. On a tous un type d'anticorps, l'immunoglobuline A, ou IgA pour faire court, dont le job est de nous défendre. Sauf que là, pour une raison qu'on verra plus tard, cet anticorps va s'accumuler, se déposer dans les tout petits filtres de nos reins qu'on appelle les glomérules. Et cette accumulation, ça déclenche une inflammation, et cette inflammation, petit à petit, abîme les reins. Bon, mais alors qui est touché concrètement? On voit que ça vise surtout les jeunes adultes, et un peu plus les hommes que les femmes. En France, l'impact est loin d'être anodin. C'est la 5e cause qui mène à la dialyse, c'est énorme. Mais le plus fou, c'est peut-être ce dernier point. On estime que jusqu'à 10% de la population pourrait avoir ces fameux dépôts d'IgA dans les reins, sans aucun symptôme, de manière totalement silencieuse. Voilà pour le constat. Maintenant, on entre dans le vif du sujet. Comment est-ce possible? Comment notre propre système immunitaire, notre gardien, peut-il se tromper à ce point? En fait, c'est une sorte de réaction en chaîne en 4 temps. Tout commence avec la production d'IgA, qui sont anormales, un peu défectueuses. Imaginez une clé qui n'a pas tout à fait la bonne forme. Deuxième étape, ces IgA mal formés vont s'agglutiner entre elles, former des paquets qu'on appelle des complexes immunes. Troisième étape, ces paquets circulent dans le sang et hop, ils se retrouvent piégés dans les filtres super fins des reins. Et c'est là que tout bascule, à la 4e étape. Le corps perçoit ces amas comme une menace, un ennemi. Il lance donc une attaque, et en faisant ça, ironiquement, il attaque et endommage ses propres reins. Et là, il y a un lien qui est assez fascinant. Très souvent, les poussées de la maladie apparaissent juste après une infection toute bête, comme un rhume ou une angine. En fait, c'est presque logique. Pour combattre l'infection, le corps augmente sa production d'IgA. Mais en faisant ça, il augmente aussi la production des fameuses IgA défectueuses. Et c'est là que la machine s'emballe et que les reins en paient le prix. Ok, on a le mécanisme. Mais concrètement, comment est-ce qu'on s'en rend compte? Comment les médecins commencent à se dire « Tiens, ça pourrait être ça ». C'est là que commence une sorte d'enquête, basée sur des indices cliniques. L'indice le plus caractéristique, vraiment le signe d'appel classique, ce sont des épisodes où l'on voit du sang dans les urines. On appelle ça une hématurie macroscopique. Ce n'est pas forcément tout le temps, mais quand ça se répète, et surtout comme on l'a dit juste après une petite inflexion, là ça allume vraiment un voyant rouge chez le médecin. Mais attention, la maladie n'est pas toujours aussi bruyante. Parfois, elle est complètement silencieuse. On ne la découvre que par hasard, sur une analyse d'urine qui montre la présence de sang, mais en quantité microscopique, donc invisible. D'autres indices peuvent s'ajouter, une tension artérielle qui grimpe, des gonflements au niveau des mains ou des pieds, ou encore des protéines dans les urines, ce qui est le signe que les filtres des reins sont devenus de vrais passoires. Alors là, il faut faire une distinction importante. Il y a la néphropathie à IgA primaire, qu'on appelle aussi maladie de Berger, qui est la maladie en elle-même. Et puis, il y a des formes secondaires, où les dépôts d'IgA dans le rein sont en fait la conséquence d'une autre pathologie, comme une cirrhose du foie ou certaines maladies auto-immunes par exemple. Bon, on a un faisceau d'indices, des soupçons qui se précisent, mais comment être absolument certain? On passe maintenant à l'étape du diagnostic de certitude. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. La seule et unique façon d'avoir la preuve formelle, c'est la biopsie rénale. C'est vraiment l'examen roi, celui qui permet d'aller prélever un tout petit bout de rein pour l'analyser au microscope et voir ce qui s'y trame. Et cette analyse de la biopsie, elle se fait en 2 temps. D'abord, avec un microscope classique. On regarde la structure, les dégâts, un peu comme si on observait l'architecture du rein. On peut voir que ça a gonflé à certains endroits. Mais la vraie preuve, la signature de la maladie, on l'obtient avec une technique spéciale, l'immunofluorescence. Là, on utilise un colorant qui va se fixer spécifiquement sur les dépôts d'IgA et les rendre fluorescents, brillants,
Quand on voit ça au microscope, c'est le flagrant délit. Le coupable est identifié sans aucun doute. Une fois que le diagnostic est confirmé, on ne s'arrête pas là. Il faut évaluer l'étendue des dégâts. Pour ça, les médecins utilisent un système de notation, la classification MEST-C ou classification d'Oxford. Sans rentrer dans les détails de chaque lettre, l'idée c'est de noter différents types de lésions, l'inflammation, la cicatrisation, etc. C'est super important parce que ce score va donner une idée du pronostic, du risque d'évolution de la maladie et donc aider à choisir la meilleure stratégie de traitement. Voilà, le diagnostic est posé, on sait à quoi on a affaire. La grande question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? On va voir ensemble comment on gère la maladie sur le long terme. Alors il faut être très clair sur un point. À l'heure actuelle, on ne sait pas guérir la néphropathie à IgA. Le but de tous les traitements, c'est de ralentir la progression, de protéger les reins au maximum. La pierre angulaire de tout ça, c'est la néphroprotection. En gros, on contrôle la tension artérielle au plus juste, on limite le sel, on utilise des médicaments pour réduire la fuite de protéines dans les urines. Pour les cas plus sévères, on peut utiliser des traitements plus lourds, comme des corticoïdes, pour essayer de calmer le système immunitaire. Et si malgré tout, on arrive au stade d'insuffisance rénale terminale, la solution, c'est la greffe. Avec une réserve quand même, la maladie peut parfois récidiver sur le rein greffé. L'évolution de la maladie est vraiment très variable d'une personne à l'autre. Mais on a quand même identifié des facteurs de moins bon pronostic. En gros, des signaux qui nous alertent sur un risque d'évolution plus rapide. Parmi eux, on retrouve le fait d'être un homme, une hypertension sévère dès le début, une grande quantité de protéines dans les urines et bien sûr des lésions de cicatrisation déjà importantes sur la biopsie. Alors, si on prend un peu de recul, sur le long terme, ça donne quoi? Les études montrent qu'environ 25%, soit une personne sur 4, évoluera vers l'insuffisance rénale terminale dans les 20 ans qui suivent le diagnostic. C'est un chiffre qui n'est pas négligeable, c'est certain, mais ça veut aussi dire, et c'est important de le souligner, que pour les 3/4 des personnes concernées, la maladie n'atteindra pas ce stade critique. Tout ça nous laisse face à un défi immense. La néphropathie à IgA, c'est vraiment un puzzle incroyablement complexe, une sorte de bug de notre propre système immunitaire. La question qui reste en suspens pour la recherche, et c'est tout l'enjeu des années à venir, c'est comment peut-on réussir à déchiffrer ce code? Comment faire pour empêcher cette erreur de se produire ou pour la corriger avant que les dégâts sur les reins ne soient définitifs?